Et j'ai le plaisir d'appartenir vraiment à plusieurs familles qui sont mes clients et je me sens voilà, en compagnonnage avec eux. C'est impliquer chacun pour l'associer, en fait, l'associer pour l'impliquer. Et en fait, c'est le seul moyen qu'on a tous de se sentir utile et engagé. Un des leviers importants dans la facilitation, c'est la joie. Et c'est la joie d'œuvrer. Le 3 octobre 2024, Yapluka a organisé à Villejuif, à la Casa de Yapluka, la 2e édition du festival Faciliter demain. Notre intention était de réfléchir toutes et tous, ensemble, à des questions qui nous tiennent à cœur, et notamment sur l'avenir de notre profession de facilitateur et de facilitatrice. La thématique qui était au cœur de notre journée était « De l'atelier à la démarche, la facilitation au service des transformations profondes ». Et cette année, moi, Laura, j'ai eu l'honneur de préparer et d'animer cette conférence d'ouverture. L'intention de cette conférence était de faire dialoguer différentes perspectives sur la place, le rôle et la valeur de la facilitation dans les démarches de changement et de transformation. En effet, la facilitation soutient de plus en plus les démarches de changement et de transformation des organisations, en proposant une alternative à la conduite du changement menée de manière plus classique par un chef de projet ou un consultant. Cette conférence visait à croiser différents regards pour ouvrir ensemble des perspectives et inspirer les participants pour la suite de la journée. Autour de moi étaient réunis pour cette conférence Anne Morin, qui est coach et facilitatrice, et aussi coach et facilitatrice pour la Convention des entreprises pour le climat. Mélissa Rayet, qui est la fondatrice de Émergence, elle est aussi facilitatrice, coach d'organisation et formatrice. Et Christian Bollard, qui est responsable de l'innovation managériale et de l'évolution des nouveaux modes de travail chez Orange. L'animation de cette conférence a été pour moi un vrai moment de plaisir professionnel. Et je voulais encore une fois remercier très sincèrement Anne, Mélissa et Christian pour leur participation authentique, courageuse et généreuse lors de la conférence du festival Faciliter demain. Et aujourd'hui, je voulais vous partager, grâce à cet audio, la conférence d'ouverture du festival Faciliter demain. Celle-ci démarra par ma première question que j'ai posée à nos 3 intervenants. Quelle est votre histoire? Quel est le lien qui vous relie aux transformations profondes? Belle écoute! J'étais très très fière d'utiliser la méthode Métaplan et je trouvais que c'était quelque chose de formidable. Et certains sourient et voient ce dont je veux parler. Et en fait, donc, c'était déjà finalement œuvrer, sans le savoir avec de la facilitation, au service de transformation. Mais on disait plutôt réorganisation et on était dans des approches en tant que consultant un peu linéaires, assez mécanistes. On voyait où étaient les problèmes et on allait serrer les questions et trouver les solutions. Donc ça, c'était le début de mon histoire avec la transformation et les transformations profondes avec la facilitation en filigrane à l'époque. Aujourd'hui, je suis coach et facilitatrice et j'interviens au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Et là, j'ai vraiment la sensation d'être au cœur de transformations profondes, puisque la vocation de cette association, qui est une association d'intérêt général, c'est de rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative d'ici 2030. Waouh! Quand on le dit, c'est ouf! Ouais, ouais. Donc la charge et l'ambition est importante et le principe, c'est de proposer des parcours de 10 mois à des décideurs et à des dirigeants pour les amener à opérer une transformation et à définir notamment une feuille de route pour leur entreprise avec un nouveau modèle économique. Et là, j'ai vraiment la sensation d'être au cœur et avec le cœur de transformations profondes
où on va interroger véritablement la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce que ça changerait dans le monde si l'entreprise n'existait pas? Et on va s'intéresser d'abord à l'individu, au dirigeant. Et si le parcours dure 10 mois et qu'on a des temps en petits groupes qui suivent durant tout le parcours, qu'on appelle les camps de base et qu'on anime, un binôme de coach facilitateur, c'est bien parce que l'enjeu d'une transformation profonde, pour moi, c'est à la fois chercher le sens et toucher à l'individu. Donc c'est d'abord la transformation intérieure. Et dans mon chemin à moi aussi, il y a eu une transformation intérieure, comme pour beaucoup de ceux qui sont là en tant que coach. C'est aussi un chemin de conscience différent. Alors moi j'ai 10 ans, je suis en haut de ma tour chez mes parents et je vois tout Paris. En fait ça démarre comme ça, mon lien avec la transformation, parce qu'en fait je vois tous ces gens le soir, toutes ces lumières qui brillent là, et je me dis mais qu'est-ce que font tous ces gens et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces gens? Voilà. Et donc ça démarre comme ça, je me rappelle de cette image, c'est une vraie image qui m'a beaucoup tenu dans la durée et qui me tient encore aujourd'hui. J'ai eu la chance ensuite, en avançant dans la durée, en fait, de manager de bonheur. J'ai managé à 25 ans et dans une entreprise qui était en pleine transformation. Et puis quelques années après, 5-6 ans après, mon boss de l'époque me confie ce qu'on appelait à l'époque la direction qualité, où il fallait refaire l'ensemble des procédures et des processus de l'ensemble des agences en France. Donc je mets les mains complètement dans ce milieu d'énormes ISO et je me passionne pour ce sujet parce qu'en fait, là, grâce à ça, en fait, sont soulevés les arcanes de la gouvernance d'entreprise en fait, et la manière dont on travaille dans un écosystème d'organisation. C'est le début de l'histoire. Effectivement, j'ai 30 ans. Ensuite, je rentre chez Orange après avoir fait 5 ans de direction qualité, en travaillant avec des directeurs qui avaient 20-30 ans de plus que moi. Je vois à ce moment-là toutes les résistances du changement. C'était parce qu'en fait ils avaient leur petite agence à eux, ça fonctionnait comme ils l'avaient monté, enfin, c'était ma petite boutique. Et moi j'arrivais du haut de ma jeunesse avec une volonté d'homogénéiser les processus. Grand sujet. Donc, et en fait oui, j'ai vu à ce moment-là les résistances que ça représentait, j'ai commencé à mettre les mains là-dedans et ça m'a passionné. Donc, mon premier job d'ailleurs chez Orange en 2000, c'est ça. Je rentre en tant que directeur qualité en filiale. Et à l'époque, en fait, tout est à construire et on a un boss qui croit beaucoup dans tous ces sujets, qui est beaucoup dans le questionnement des coopérations, des interfaces entre équipes, des interfaces entre processus, toujours dans une logique de pouvoir servir le client de manière fluide dans son parcours. Et ça va me suivre en fait tout au long de ma carrière, ce sujet de la relation client. Et je fais le choix à un moment donné aussi de partir dans une fonction opérationnelle pendant plusieurs années, devenir directeur des ventes, directeur commercial de l'ensemble des boutiques des Hauts-de-France. Et du coup, à ce moment-là, je perçois aussi, mais en y étant dedans, le lien entre relation client et relation managériale entre manager et salarié. Et alors, l'histoire me rattrape, j'ai beaucoup de chance puisque chez Orange, on lance à un moment donné, je fais un clin d'œil à la collègue qui est là-bas, on lance quelque chose qui a eu une puissance assez forte qui s'appelle Manager Essentiel 2020. Donc c'est sous l'impulsion de Stéphane Richard, à la sortie de la crise, on décide de changer de culture d'entreprise, de culture managériale. Et en fait là je vois arriver empathie, croyance, feedback, émotion. Je me dis mais il se passe quoi? C'est incroyable d'avoir des ateliers où on emmène tout le monde sur ces sujets-là. Ça nous a porté on a démarré en 2016. Ça nous a porté quasiment jusqu'à aujourd'hui et on revit la même chose. Donc je peux résumer mon lien à la transformation de cette manière-là, c'est-à-dire que quand j'ai la chance en fait d'avoir la confiance de commanditaires en interne pour porter des programmes de transformation, des projets ou simplement lancer des directions suite à des réorganisations, les aider à lancer leur business, je suis en haut de ma tour en fait. Je me dis waouh, ça y est, je peux mettre un petit peu ma pierre à l'édifice pour les aider à cheminer.
Alors, moi, j'ai une histoire, je pense, avec la notion de transformation, la notion de rupture et la notion de métamorphose. Et de là où je viens, la transformation, c'était mon métier. Je ne suis pas transformiste, mais j'ai été comédienne. Donc je viens plutôt de ce monde-là où finalement, se mettre à la place de l'autre, changer de rôle en permanence, c'était l'essence même de ce que j'avais choisi de vivre au quotidien. Et évidemment, c'est un métier passion. Et je l'ai fait, ce métier, jusqu'à il y a à peu près 7 ans, évidemment en tant que professionnelle, donc pendant une bonne vingtaine d'années. Je l'ai fait en compagnonnage, c'est-à-dire avec des compagnies, avec lesquelles, des troupes, avec lesquelles j'avais des rendez-vous réguliers finalement. Je n'ai pas été une comédienne qui a travaillé avec 10 000 compagnies, 10 000 troupes sur tout le territoire, etc. J'étais une comédienne régionale. Ça s'est bien passé, hein. J'ai eu une belle carrière pendant 20 ans, mais voilà, artisane de ce métier avec des rendez-vous réguliers avec ces compagnies. Et j'ai beau adorer le mot métamorphose, je pense qu'en travaillant sur ta question là, je me suis vraiment rendu compte que ce qui était important pour moi, dans le mot transformation, passer d'un état à un autre, hein, alors trans et méta, c'est pas tout à fait la même étymologie, on pourrait s'interroger là-dessus, mais ce qui m'a apparu important finalement, c'est qu'on changeait d'état, mais il y avait une trace qui restait quand même la même, une espèce d'ADN comme ça. Et moi, j'ai arrêté de jouer il y a 7 ans pour monter ma société, Émergence, parce que pendant 5 ans, j'ai fait tout en même temps, c'est-à-dire du coaching, de la facilitation, de formation que je faisais depuis très longtemps. Et puis, je ne pouvais plus tout faire et j'ai décidé de faire pleinement un autre métier. Et je crois que j'ai importé de ce premier métier ce besoin de compagnonnage. Et donc, ça n'a jamais été une stratégie pour moi d'accompagner long terme les organisations. Je ne me suis jamais dit, quand j'ai monté ma boîte, moi je vais faire ça. Je ne savais pas, j'ai fait, de même que quand j'étais comédienne, mais je me suis formée au coaching, et puis je suis tombée dans la marmite de l'intelligence collective et de la facilitation quasiment aussitôt, et j'ai jamais cessé depuis. J'ai jamais dit que tiens, je suis en train de me reconvertir. C'est en regardant derrière, à un moment donné, je me suis dit, en fait, tu fais 5 métiers, il faut peut-être arrêter. J'en fais plus que 3 là, et c'est bien. Mais voilà, cette idée de continuité, cette idée de pérennité, en fait, elle est importante pour moi. Et en regardant les 7 années qui viennent de se passer, c'est ça que j'observe. C'est qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer très très clairement, ça va sûrement se clarifier avec cette matinée, mais mes clients et moi, c'est une longue histoire. Peut-être parce que dans mon histoire à moi, j'ai besoin de cette continuité et de cette troupe et de ce compagnonnage. Mon master coach, mon formateur en coaching n'a de cesse de répéter que si on est coach d'équipe, c'est parce qu'on cherche à réparer sa famille. Donc peut-être que si on va chercher dans cet angle-là, je cherche des familles. Et j'ai le plaisir d'appartenir vraiment à plusieurs familles qui sont mes clients et je me sens en compagnonnage avec eux. Et il y a différentes formes de compagnonnage. Il y en a effectivement qui ont été, sur lesquels il y a eu des mots, transformation longue, transformation profonde. Il y en a avec lesquels il n'y a toujours pas de mots dessus, mais c'est ça que je fais. Et puis il y a des entre-deux. Donc en fait, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de modèle. C'est que c'est du sur-mesure. Et que sans être une stratégie, ça me ressemble bien. Et de votre riche expérience, selon vous, quelle est la valeur ajoutée de la facilitation justement au service des transformations profondes par rapport à d'autres méthodes plus conventionnelles, et quels sont les leviers qu'est-ce que la facilitation peut permettre de débloquer, d'enclencher, de mettre en œuvre? Tu as mis dans ta question, et donc du coup je l'ai préparé sous cet angle-là, la réponse, le pouvoir magique aussi, tu avais mis dans la question.
c'est pas vraiment de la magie, mais je pense que, enfin moi, ce qui aujourd'hui me remplit et me permet d'avoir ce fil rouge dans les leviers, ou en tout cas dans ce qu'on peut mettre derrière la facilitation et cette valeur ajoutée qu'on peut apporter. Moi, je tente d'utiliser un triptyque qui m'est propre et qui est vraiment quelque chose qui m'a accroché, c'est que j'utilise donner, recevoir et rendre, en fait, qui vient de l'école de Mauss, en fait, c'est pas pour faire l'intello, mais c'est quelque chose qui est en lien avec l'échange de liens social. C'est-à-dire qu'au final, dans le don, il n'y a pas juste la prestation, les compétences, le contrat, il y a l'échange de liens sociaux, et ça démarre par le lien entre le client, le commanditaire, l'entreprise et soi-même. Donc moi j'aime bien ce triptyque. Et puis après je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. Tu disais tout à l'heure dans ton introduction où il était dit qu'on n'était pas forcément... on pouvait distinguer ce qui était de l'ordre de la facilitation, de la conduite du changement. Moi je fais un tout de ça, parce qu'en fait le fil rouge de ça, il n'y a pas de secret, c'est impliquer chacun pour l'associer. En fait, l'associer pour l'impliquer. Et en fait, c'est le seul moyen qu'on a tous de se sentir utile et engagé. Et donc, je mettrais ça comme levier. Après, bien sûr que derrière ça, on peut détailler tous les leviers techniques qu'on peut mettre en œuvre. Mais moi, ce qui me parle le plus, c'est ça. C'est cette implication, en fait, qu'on essaie de mettre en place avec une association sincère des gens. Et puis, quand on avance en collectif, et c'est peut-être ça qui manque d'ailleurs chez nous de manière managériale, on ne le fait pas assez, c'est la valorisation de ce que produisent les équipes, de ce que produit le collectif. Et quand je me retrouve en accompagnement, souvent j'ai cette discussion-là avec le commanditaire sur son rôle en termes de valorisation. Donc associer, impliquer, dans cette logique un peu sous-jacente qui est le don, et la réception et le fait de rendre. Voilà. Donner, recevoir et rendre. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc sur la valeur ajoutée de la facilitation, moi j'aurais envie de dire la première chose, c'est la dimension de co-construction avec les parties prenantes, ce qui rejoint aussi ce que tu dis. Intégrer chacun. Et elle peut se faire à plein d'endroits, c'est-à-dire qu'on peut déjà co-construire avec une équipe sans avoir forcément co-construit d'emblée avec un CODIR ou un COMEX. On peut co-construire avec un CODIR ou un COMEX et puis ensuite, petit à petit, co-construire avec l'équipe. Ça peut arriver par les bords, la marge. Et ça peut être hétérogène, ça peut être très singulier. Encore une fois, dans l'agilité que la facilitation permet, elle permet le pas de modèle. Donc, on est vraiment à partir de l'environnement, du contexte, plutôt que d'arriver en tant que consultant avec des conseils quand même souvent assez formatés. Je ne suis pas très pro-consultant, donc vous allez l'entendre. Hein. J'ai un peu de mal avec cette dimension très conseil, mais parce que moi, je suis vraiment en facilitation coaching. Et c'est parfois une posture tentante qui m'arrive d'adopter aussi, ou qu'on attend de moi. Et faire comprendre qu'on est à un autre endroit, voilà, c'est aussi un job d'amener nos interlocuteurs à se placer à un autre endroit et à se responsabiliser. Donc la co-construction avec les parties prenantes, ça amène de l'autonomie. Donc l'autonomie du client. Et là, c'est à la fois en éthique de coach et en éthique de facilitatrice, c'est extrêmement important pour moi. Donc, tu mets toi derrière autonomie ? Que le client puisse ensuite se débrouiller sans la présence d'un facilitateur externe. Donc, ça veut dire faire monter en compétences en interne pour créer cette autonomie. Moi, je dis tout de suite à mes clients, moi, je ne vais pas être indispensable. On va compagnonner long terme, mais l'idée, c'est que très vite, je ne sois pas indispensable ou mon équipe ne soit pas indispensable. Donc, c'est un peu une obsession, parce qu'en tant que coach, c'est un peu une obsession, l'autonomie du client. Et donc, c'est vrai que, voilà. Les parties prenantes, ça veut dire toutes les parties prenantes, jusqu'à aller peut-être les clients, les fournisseurs, dans cette transfo, si on veut atteindre un changement impactant. Et je trouve que c'est le deuxième point que j'aurais envie d'aborder avec
la valeur ajoutée de la facilitation de l'intelligence collective et des pratiques de coopération, c'est que ça permet un changement de paradigme, un vrai changement de type 2. Ce n'est pas juste une évolution, des petits changements, c'est une vraie transfo, parce qu'à mon avis, elle a une dimension intégrative, c'est cognitif, c'est émotionnel, c'est comportemental. Donc cette dimension intégrative, qui est la nôtre, qui est celle de l'être humain, pour une fois, on peut la prendre en compte, et ça amène l'entreprise à vivre complètement autre chose, ce dont tu témoignes quand tu passes d'un modèle à un autre à l'intérieur d'une entreprise. Et donc ça, moi, je le vis aussi en accompagnant ces salariés, ces collaborateurs qui sont en transition. Et voilà, la transformation, elle aboutit après des longues phases, plusieurs phases de transition, je dirais. Et puis, c'est pas un chemin régulier, c'est un chemin chaotique. Il y a parfois 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Très clairement, c'est aléatoire parfois, c'est désespérant. Voilà, on passe vraiment par toutes ces phases, eux aussi, moi aussi, nous aussi. Donc, moi, je me transforme très clairement et je grandis énormément au contact de mes clients que j'accompagne dans leur transformation. C'est vraiment une transformation mutuelle et c'est en ça que c'est un changement de paradigme. Je ne viens pas juste apporter 3 conseils, une expertise, un truc descendant. Je caricature. Il y a quand même d'excellents consultants. Mais, quelques-uns dans la salle. Pardon, mais ça se passe bien en général, on collabore très bien. Il en faut aussi pour les transfos. Mais voilà, c'est plutôt comme ça, moi, que je le vois, la co-construction des parties prenantes et puis la dimension intégrative qui permet un changement de paradigme et un changement de type 2. On n'est pas juste en train de bouger le thermostat pour avoir un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid. On change la chaudière, les tuyaux et l'ensemble du système. Donc j'ai eu, quand tu dis levier qu'a la facilitation au service des transformations, pour moi, un des leviers importants dans la facilitation, c'est la joie. Et c'est la joie d'œuvrer, qu'on soit dans un atelier ou dans une démarche. Et si on est dans une démarche vraiment facilitée, la joie de chacun des participants d'être là, de se sentir pleinement inclus, reconnu dans le groupe, d'avoir la liberté de faire des erreurs, de jouer avec la balle, d'inventer, d'innover. Et donc, en ça, pour moi, la joie, c'est une boussole dans la vie pour faire mes choix. Je me dis que je suis au juste endroit quand ça me procure de la joie. Quand on parle de transformation, on est dans un système vivant. On n'est plus comme, je le disais tout à l'heure, dans quelque chose de mécanique et de très organisé. Donc il y a cette dimension de joie qui pour moi est super importante. Et puis l'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que la valeur ajoutée de la facilitation, il y a ce qu'on voit en surface, et ce qui fait qu'on est aujourd'hui tous heureux d'être là et d'être facilitateurs parce qu'on croit dans le pouvoir de la facilitation. Et puis il y a la face cachée de l'iceberg, tout ce qui est plus implicite, qui est immergé et qui va faire que en animant un atelier, on va aussi semer des graines pour une évolution de la culture de l'entreprise vers plus d'intelligence collective, que quand on va poser un cadre, quand on va sécuriser les échanges, poser des principes d'équivalence, faire une vraie inclusion, aller vers des signes de reconnaissance. Tout ça, ce sont des choses qui vont permettre aux participants d'un atelier ou d'une démarche facilitée d'aller vers un changement de posture très profond et qui peut être un soutien clé dans un changement effectivement de type 2 avec une évolution culturelle et avec une recherche de sens. Et ça va passant une évolution aussi de la posture du manager qui doit abandonner sa dimension de sachant, son rôle parfois un peu hiérarchique,
Et donc, dans ce qu'on fait au travers de la facilitation, eh ben, ça sème des petites graines pour de la transformation très profonde. Tu m'as partagé ça, Anne, en préparation de cette conférence. Ça m'a marqué en me disant, bah, tiens, quand je facilite un atelier de 2-3 heures, ça m'amène plein de questions. Est-ce que vraiment maintenant j'ai envie de faire ça? Est-ce qu'il va y avoir de l'impact et de l'utilité? Et quand tu m'as partagé ces mots-là, je me suis dit, bah tiens, d'avoir la rigueur de revisiter mon accompagnement. On n'a que 2 heures, mais me donner comme objectif, en plus de la production collective, de semer une graine. Et ça redonne vachement de valeur aussi à mes ateliers ponctuels. C'est trop bien de préparer des conférences. Et justement, c'est notre thématique de l'atelier à la démarche. Quelles sont les grandes différences selon vous? Comment on prépare un atelier ponctuel par rapport à une démarche de transformation profonde? Comment on accompagne, et j'ai fait exprès de ne pas utiliser le mot convaincre, comment on accompagne les organisations, les dirigeants, nos clients à basculer d'ateliers ponctuels à des projets, des démarches qui s'ancrent dans la durée? Dans mon expérience, j'accompagne aussi les grands groupes, mais c'est vrai que, parce que c'est comme ça, c'est mon parcours, c'est toujours pas un choix, c'est venu comme ça. Je suis plutôt en relation avec les dirigeants en direct de PME et ETI. Et donc, je vais peut-être me positionner à cet endroit-là. Et justement, moi, je ne cherche jamais à convaincre. Surtout pas. Je pense que je suis même en mode freinage total. Alors, c'est une tactique, hein. Enfin, ça le devient, mais je le fais sincèrement. Quand je vois que la porte est ouverte, et voilà, je vais creuser. Donc, ça veut dire que mon premier lien, le plus important, il est avec le dirigeant. Si je n'ai pas le dirigeant, je n'ai pas vérifié, validé avec lui qu'il était prêt à cette démarche-là, qu'il était prêt à s'engager long terme. Et quand je dis long terme, c'est pas 6 mois, ce qui est déjà très long pour une entreprise aujourd'hui, c'est 3 à 5 ans. Donc moi je dis un changement de culture organisationnelle, c'est entre 3 et 5 ans. On ne change pas un terreau comme ça. Il y a de la jachère, il faut l'amender, il y a beaucoup de phases pour nourrir un terreau. Et donc c'est du temps long, et s'il n'est pas prêt à s'engager sur ce temps long, je n'y vais pas. Si je n'ai pas d'authenticité du dirigeant dans le choix de faire sa démarche, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il va le faire et quel sens ça va apporter à son organisation et à ses salariés, à ses collaborateurs, c'est hyper important, je n'y vais pas. Et est-ce que lui-même, il est prêt à bouger? C'est les 3 choses que je vais vérifier. Voilà, donc authenticité dans le souhait d'y aller, capacité à remise en question, à bouger, et puis engagement long terme. Moi, je ne suis pas une vendeuse de miracles, donc je dis très clairement, c'est long, c'est chaotique, ça gratte, c'est tout sauf bisounours. Et est-ce que tu es prêt à ça? Donc c'est en ça que je dis... Ça donne envie de réagir forcément. Parce qu'en fait, quand tu soulèves ça, tu soulèves le sujet du système, effectivement, voilà, ce qu'on appelle le fameux systémique, le coaching systémique, l'accompagnement systémique, mais au-delà des mots techniques en fait, qui correspondent à nos compétences, c'est où se situe la focale en fait. Donc moi je suis coaché aujourd'hui par un monsieur qui s'appelle Bruno Bollereda de chez Agileum, et il m'a beaucoup aidé avec les coachs avec qui j'étais pendant sa formation à travailler sur ma capacité à trouver où se situe la focale, c'est-à-dire véritablement qu'est-ce qu'il faut embrasser comme taille de système pour être pertinent. Il a une expression que j'aime beaucoup qui est on peut tomber dans le piège, nous tous, qu'on nous demande de donner du Doliprane à tout le monde alors qu'il n'y en a que 2 qui ont mal à la tête. Et donc du coup, démarrer avec le commanditaire des commanditaires, et dans des grosses structures, c'est souvent ça peut être la fonction RH qui commandite, c'est pas avec la fonction RH qu'il faut démarrer, c'est au-dessus. Et je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, j'aime beaucoup le terme de compagnonnage, parce que si avec le commanditaire s'installe pas une vraie discussion sur lui, sur soi, sur moi en tant que coach, sur nous, sur la manière dont on veut cheminer, s'il ne se passe pas ça pendant ce qu'on appelle techniquement la qualification, donc, mais voilà, c'est un peu moche, moi je préfère dire que c'est une première conversation. Si ça ne se passe pas, en fait, je pense qu'on n'a pas les données du problème de départ, ou encore on n'embrasse pas suffisamment la réalité du système. Et puis moi je me suis aperçu en travaillant avec les commanditaires que
Parfois, c'est très compliqué pour eux d'exprimer leur propre situation. Ils ont la tête dedans, en fait. Hein. Nous, c'est comme si nous, on nous le demandait à nous. C'est dur de s'extraire. Donc, et je fais un clin d'œil à ce que tu dis à propos des consultants, parce que moi, il m'arrive de prendre cette casquette-là malgré tout. Je suis toujours très hésitant, hein, mais quand j'ai un commanditaire qui a du mal à mettre des mots, je l'aide à en mettre, en prenant le risque de mettre les miens à la place des siens, mais je l'aide quand même. Parce qu'en fait, je me suis aperçu dans la durée qu'en le guidant sur la bonne sémantique que lui-même n'arrive pas à toucher, dans l'interaction entre nous, ça lui permet à un moment donné de prendre ce recul et de se dire oui, c'est exactement ça qui nous arrive. Il y a toujours le risque d'influence et de transfert, hein, forcément avec mon propre référentiel, mais fut un temps, je ne me serais pas autorisé à ça. Aujourd'hui, je me dis, systémie oblige, on n'a que les clients qu'on mérite. Donc, ça c'est du Alain Cardon d'ailleurs, pour lui rendre... voilà. Donc, et du coup, on n'a que les clients qu'on mérite. Donc, si ça c'est le système, et qu'on fait système à partir de cette première conversation, c'est peut-être qu'on peut s'autoriser à être un peu plus... un peu moins dans le questionnement par moment et un peu plus dans le guidage ou dans la guidance. Voilà. Je vous rejoins tout à fait, donc je ne vais pas redévelopper cette nécessité vraiment de l'alliance positionnée au bon niveau et d'aller dans une relation sincère qui s'inscrit dans le temps et puis aussi dans l'espace en ouvrant aux parties prenantes. Donc ça, je suis vraiment convaincue de tout ça. Alors sur cette question d'accompagner en fait dans une transformation profonde, il y a un modèle moi que je trouve très éclairant qui est un modèle de coaching de Vincent Lénard qui est le modèle ORF et qui dit qu'en fait quand on accompagne une équipe dans sa croissance, il y a toujours 3 dimensions qui sont présentes qui vont être opération, régulation et formation, et que selon là où on en est du dispositif, eh ben, ça va être l'une ou l'autre des dimensions qui va dominer. Quand on parle opération, on va être surtout sur tout ce qui est lié au business, aux enjeux business, à l'activité de l'entreprise. Et là, on va être, par exemple, sur des ateliers qu'on va faciliter pour élaborer une vision, pour définir un plan d'action, pour des priorisations. Ça, c'est une dimension qui est toujours présente dans l'accompagnement d'une équipe. Mais il y a 2 autres dimensions aussi. Et la régulation, ça va être tout ce qui va être en lien avec la qualité de la relation au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'il y a éventuellement des conflits? Et là, peut-être, c'est plus une casquette de coach qui va être utile pour intervenir, pour faire du partage de représentation ou de la facilitation de conflits. Et puis, il y a une dimension dans l'accompagnement d'une transformation sur de la formation, parce qu'une équipe a besoin d'avoir des formations communes en même temps sur les mêmes sujets, qui soient techniques, de mettre en place des rituels, des formations managériales. Et donc, pour moi, la différence entre la préparation d'un atelier et d'une démarche, c'est que sur un atelier, on va être sur une des dimensions, alors que quand on va explorer au travers des premiers échanges en qualification de façon beaucoup plus profonde, c'est le cas de le dire, on va pouvoir détecter au travers des échanges qu'on a des éléments aussi qui ressortent des autres domaines et le mettre en évidence auprès du commanditaire. Et ça peut amener à bâtir, à partir de l'idée d'un atelier, une démarche où les choses vont s'interconnecter et où on va passer d'une dimension à une autre et peut-être parfois faire un atelier facilité, puis une formation, puis une séquence d'une autre nature. Et ça convoque nos différentes casquettes en fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de mettre le dé en me disant selon les fois, on va aller plus vers ci, plus vers ça. Et dans l'alliance qu'on noue avec le dirigeant, le commanditaire, c'est hyper important qu'il ait en tête qu'il y a différentes dimensions et que les choses ne sont pas figées et qu'on ne sait pas exactement où on va. Et une vraie transformation, c'est ça, c'est la vie.
Et donc, on est dans le domaine de l'imprévisible aussi. Et c'est ça qu'il faut être en capacité d'accueillir, et donc avec une relation robuste avec son client. Oui, je réagis parce que c'est vrai que je me l'étais noté un peu plus loin, mais ce qui n'est pas forcément simple parfois dans les organisations, et chez Orange ça a été le cas quand il a fallu vraiment aller loin en termes d'implication et d'énergie, quand on a lancé ce programme en 2016, c'est de payer pour voir en fait. Vu du commanditaire, c'est extrêmement compliqué. Et vu d'un comité de direction, encore plus, puisqu'on démultiplie forcément les résistances. Et je trouve que ce que tu proposes, moi ça me parle beaucoup. Plus j'avance dans le temps, plus je vois en fait que le monde est ainsi fait. La capacité à fonctionner plutôt par expérimentation, ou en tout cas s'autoriser à lancer une première étape. Récemment, chez Orange, on accompagne nos responsables de ressources humaines de proximité pour en faire, comme le groupe le souhaite, des BP RH, donc des business partners RH. Donc c'est tout un programme. Et en fait, quand le DRH nous a commandité ça sur le Nord-Est en termes d'accompagnement, ils sont partis directement entre eux en chambre, c'est-à-dire que le petit comité de direction là, de mon DRH, ils ont fait l'atelier, ils ont fait la journée, c'est le 12 septembre, on rassemble tout le monde, ça commencera comme ça. Donc en fait, ils ont construit en chambre, et puis après, ils l'ont proposé à tous les DRH de chacune des BU, ils l'ont enrichi. Et, quand j'ai vu ça, ma première réaction, quand ma boss m'en a parlé, a été de prendre ma casquette très technique et très théorique. Je lui ai dit, non, mais quand est-ce que vous qualifiez vos intentions? C'est qui vous aide? Enfin, vous êtes en train de faire en chambre. Et j'ai beaucoup réfléchi à cet exemple-là, parce que je me suis dit, au final, si le truc est parti comme ça, on pourrait très bien dire que d'un point de vue système, on n'y est pas. Parce qu'ils n'ont peut-être pas englobé toutes les parties prenantes, ils ne sont pas allés chercher ceux qui font, ils n'ont pas questionné. Et puis on va se faire une grande journée, puis la grande journée, elle servira à quoi au final? Et est-ce que ça ne va pas faire pchit derrière? Et en fait, donc, plutôt que d'avoir une approche qui aurait été la mienne par le passé, en disant on ne bosse pas comme il faut bosser, avec mon côté un peu bleu, je me suis dit laisse un peu d'autorisation à ce que l'histoire s'installe comme elle doit s'installer, et on verra la suite. En fait. Et ça, c'est un peu antinomique avec les méthodes d'accompagnement classiques, en fait, parce que, et c'est, je trouve, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est peut-être que si ça se lance comme ça, ça va avoir des effets, et puis on verra les effets que ça a, et puis en fonction de ces effets, et c'est là qu'il y a quand même un point clé, c'est le débrief du premier temps, et qu'est-ce qu'on en fait. Au même titre que quand on fait un diagnostic, c'est le diagnostic qui enclenchera tout le reste, en fait, et la profondeur de cette capitalisation de ce qui est en train de se passer. Quel regard on porte sur la réalité, et qu'est-ce qu'on en tire, en fait, comme enseignement pour pouvoir continuer à cheminer. Donc, j'aime bien ce côté step by step, en s'autorisant à laisser des étapes, y compris parfois nous échapper. On m'a fait signe, le temps. Oui, on avance. Et on a 2 tours sur lesquels j'adorerais vous entendre. Un tour, je pense qu'il peut vraiment intéresser toutes les personnes dans cette pièce et moi-même, la mesure d'impact. Quels sont les signes avant-coureurs de « waouh, on est en train de faire quelque chose qui claque et réussit ». On est dans la transformation profonde réussie. Et de votre expérience, quelles ont été les difficultés, les obstacles, voire les échecs dans des transformations profondes et qui vous permettent aujourd'hui d'avoir des apprentissages et que vous pourriez nous partager pour ne pas refaire exactement les mêmes erreurs avec cette notion, la mesure d'impact. Et donc j'appelle à une parole succincte, parce qu'après je veux aussi trop nous entendre sur votre notamment. Je vais être un peu dans le même registre que ce que je partageais sur la joie. Et je te dis tout de suite quelque chose que j'avais envie de partager et puis je ne l'ai jamais fait. Dans le premier tour, tu nous as dit que tu avais été manager de bonheur. Et moi, j'ai entendu bonheur en un seul mot. Et j'ai trouvé ça génial. Et tout ça pour dire que, pour moi, pour une transformation profonde, en termes d'impact, on peut évidemment imaginer plein d'indicateurs. Mais celui qui me paraît vraiment révélateur et qui me touche, moi, c'est quand le dirigeant qui a initié la transformation pour sa structure ose
poser sa vulnérabilité et aller au contact avec ces incertitudes. Et là, j'ai envie de vous partager deux petits témoignages de dirigeants qui ont suivi le parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Donc j'ai participé au premier parcours de la Convention des entreprises pour le climat de l'Ouest. À peu près aux 2/3 du parcours, il nous a dit « mais en fait, je viens de comprendre l'importance de l'amour en entreprise. » Waouh. Et session suivante, c'était sur comment embarquer son écosystème, ses équipes, etc. Donc on a fait une modélisation 3D, chacun de son écosystème, etc. Et toujours le même dirigeant a dit « bon ben voilà, nous on a un cap 2030, on voit à peu près dans quoi on veut se projeter. On ne sait absolument pas comment on va y aller. Mais on sait que l'important, c'est d'y aller avec conviction, authenticité et d'y aller avec les autres. Donc, on va aller à la rencontre de nos partenaires, de tout notre écosystème local et leur dire notre intention est waouh, comment on pourrait y aller ensemble. Et ça, pour moi, en termes de mesures d'impact de transformation profonde, c'est énorme. Alors après, évidemment, ils ont une feuille de route technique avec une série d'indicateurs, etc., des plans d'action, très bien. Mais pour moi, quand on parle de transformation profonde, c'est surtout ça. Bon, très concrètement, pour aller vite, deux exemples peut-être. Quand au bout de 2 ans, j'ai vu le dirigeant dire « Ok, on change toutes nos salles de réunion sur tous ces sites en France », donc il y en avait 5. Et qu'il a lancé les travaux et que personne n'y croyait en disant « ouais, il va changer que le siège, il va changer sa salle de réunion, etc. » Et en fait que non, au bout de 2 ans, les 5 sites ont des nouvelles salles qui sont devenues des salles collaboratives. Voilà, moi ça c'est un signe très concret. Et en plus, il l'a fait sans vraiment... je suis intervenue après. Et en fait, je l'ai appris par les collaborateurs qui m'ont dit on va avoir une nouvelle salle. Et je dis ah bon, mais quoi. Et en fait, voilà. Donc après, il est venu, on a regardé comment on allait concevoir, mais je n'ai pas eu cette discussion pour le pousser. C'est venu d'une évidence qu'en fait, il fallait changer l'espace. Donc une fois que concrètement, on a compris l'importance de l'espace, voilà, déjà ça pour moi, c'est un signal. Dans un accompagnement avec un codir qui... a été le premier à être formé au codev, à adorer, etc. Puis a complètement laissé tomber le truc. Et ils sont pas du tout assidus, ils en font pas, voilà. Mais que par contre, ça a quand même essaimé et que tout d'un coup, j'ai une demande des collaborateurs qui disent bah, en fait, maintenant, on veut faire du codev avec les collabs et aller jusqu'au cariste sur le terrain. Et on veut être formé. Et ça a mis 3 ans et demi. Ben, je me dis, bon, ben, voilà, là, il y a aussi quelque chose. Et que cette première journée de formation qui a eu lieu en septembre avec les collaborateurs était dingue. Et ils ont même accepté que la DRH soit là. Il y a eu toute une discussion sur le fait qu'elle venait d'arriver. Donc, est-ce que c'était OK pour qu'elle soit présente? Donc là aussi, il y a un inversement quelque part de la hiérarchie habituelle, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, la demande vient d'eux, et puis ils acceptent un hiérarchique, pas des moindres, dans le groupe. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est parti comme ça. Et je trouve que c'est 2 signaux très intéressants. Il y en a plein d'autres. Hein. J'ai fait une petite liste, mais je vais abréger, peut-être raccourcir. Il y a plein de choses très visibles à pointer. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de pointer de manière très lisible et visible les signaux. Je prends un exemple d'une équipe que j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps, en fait, des experts de data, d'outils très, très branchés sur les données. Et en fait, on a cheminé pendant plusieurs mois au fur et à mesure des journées de team building. Et en fait, jusqu'à la semaine dernière, où je me suis aperçu qu'il y avait un ancrage de leur dynamique collective, parce qu'en fait, ils se sont livrés entre eux sur des choses plus intimes comme ils ne l'ont jamais fait. Donc voilà, le lien. L'évolution du lien, en fait, jusqu'à l'intimité, le fait d'être plus en confidence sur la manière dont on ressent les choses, comment ça résonne, comment on évolue, quel écho a le collectif par rapport à ce que je suis, quelle est ma contribution au sein du collectif. Voilà. Ça, quand ça bouge au sein d'une équipe, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Pour notre dernier tour, j'aimerais parler d'une autre métamorphose, nous, facilitateurs, formateurs, coachs, consultants, managers. Comment coopérer
entre acteurs de l'accompagnement? Quelles sont les nouvelles compétences, expertises qu'on doit développer si demain on va accompagner des transformations profondes? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour nous, en termes de métamorphose personnelle? Donc la métamorphose personnelle du facilitateur, du point de vue du facilitateur. De toi. Moi, je ne suis pas seule en moi-même, je trouve, mais c'est sûr que déjà, moi, je coopère avec mes 3 casquettes. Très sincèrement, je pense que si j'avais pas la casquette de coach, puis devenue coach d'équipe et d'orga, je serais pas capable d'accompagner des CODIR et des COMEX. Donc pour moi, après moult discussions avec beaucoup de collègues, pairs, facilitateurs, facilitatrices, le sujet pour moi, il y a un endroit peut-être à travailler, c'est accepter d'aller travailler avec des CODIR et des COMEX, ce qui demande peut-être d'autres compétences et une autre posture, et aussi de lâcher beaucoup d'a priori qu'on peut avoir en tant que facilitateur sur le rapport au pouvoir, à la hiérarchie, d'accompagner des entreprises entre guillemets non désirables pour le futur, etc. Il y a vraiment des sujets là-dessus où je me questionne beaucoup. Parce que finalement, si on n'accompagne que les gens qui sont déjà dans des démarches de transformation durable, robustesse, etc., je suis pleinement là-dedans, hein. Mais on accompagne 0,3% des entreprises en réalité, avec des enjeux incroyables à venir, très très proches, à 2030, à 2050. Et moi j'ai décidé par exemple d'accompagner, je vais en choquer peut-être plein, l'industrie du plastique. Et donc j'accompagne le syndicat de la plasturgie et qui lui-même accompagne 3500 entreprises PME de 50 salariés avec des enjeux de transition et de transformation absolument pharaonesques, à très court terme, sans moyens, sans soutien, voilà. Donc pour moi, ce sont des sujets à adresser et j'ai rencontré pas mal de freins du côté de la facilitation. Ça vient heurter beaucoup, je pense, de croyances et aussi d'idéaux, je sais pas, voilà. Et moi aussi, ça vient me heurter. Et comment on deal avec ce truc-là pour être quand même, voilà. Donc il y a cet endroit-là où c'est assez récent hein, que je l'identifie. Moi, j'ai dû bouger, j'ai dû monter des équipes, ce que je faisais pas avant. J'y allais toute seule, grave erreur. Hein. Ça m'a épuisée. Parfois, ça continue de m'épuiser. Et monter toute seule, ce truc d'intuitu personae, il est trop fort. Donc, surtout, ne pas y aller seule. Y aller en équipe, avec une équipe d'au moins, ça dépend de la taille de la structure que vous accompagnez. Mais en tout cas, moi, plus j'accompagne de grosses structures, moins j'y vais seule. Et j'y vais bien équipée, quoi, avec d'autres compétences, évidemment, collaborer, des compétences externes et aussi des consultants, des spécialistes en gestion de projet. Les nouvelles compétences durabilité, environnementale, etc. sont de plus en plus nécessaires. Voilà. Et moi, la métamorphose que j'aimerais faire, c'est accompagner aujourd'hui un secteur qui est très peu et très mal accompagné, qui est l'éducation et la jeunesse. C'est un gros sujet d'avenir et ça se joue là pour moi. Je ne sais pas encore comment faire. Je l'ai fait beaucoup en tant que comédienne et il faut que je trouve le truc en tant qu'accompagnante à cet endroit-là. Ça, ce serait ma métamorphose future. S'entourer. Moi, j'ai mis en gros, tu vois, en préparant, s'entourer. On a la chance d'être entre pairs. On l'est là aujourd'hui. Hein. Le réseau, les contacts, aller chercher les regards différents, les compétences différentes. Je te rejoins sur le fait que cranter entre facilitation et coaching collectif ou coaching de dirigeants, c'est pas neutre. Parce que je pense que dans la facilitation, on n'aborde pas toujours la vision système telle qu'on l'aborde ensuite dans le coaching collectif. Où on peut l'avoir, hein, ça dépend comment c'est développé. Mais de base, c'est pas forcément, en tout cas, ça n'a pas été le cheminement qui a été le nôtre chez Orange. Donc on emmène beaucoup le réseau des facilitateurs chez nous sur le change, les techniques de conduite du changement, et sur la vision système pour les plus experts en fait. Et on voit la différence entre ceux qui effectivement ont fait un parcours de coaching et ceux qui ne l'ont pas fait. C'est bien sûr les techniques, mais c'est aussi l'approche et quelque part la confiance qu'on a aussi en soi pour aborder des écosystèmes beaucoup plus grands. Ça a été le cran, le switch, il est aussi là en métamorphose. Et puis moi, je voulais vous partager aussi 4 clés qu'on a notées, qui viennent
rapidement, hein, qui viennent d'une annonce que notre grande patronne vient de faire, Christelle Edman, qui vient d'annoncer 3 nouvelles valeurs pour faire évoluer la culture de l'entreprise. Ça date d'il y a une quinzaine de jours. Donc attention, l'attention, la responsabilité et l'audace, qui est un vrai programme. L'attention, ça nous donne la dimension humaine de notre entreprise, qui est un vrai fil rouge depuis la crise sociale. Et ça a beaucoup bougé de ce point de vue-là. La responsabilité, on est dans une entreprise d'ingénieurs, d'experts, on a une très forte responsabilité de la plupart des populations dans tout ce qu'elles font. Mais l'audace, ça par contre, dans une boîte qui fait ceinture et bretelles à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, ça c'est compliqué. Donc on n'est pas chez le roi Merlin. Donc du coup, la prise d'initiative, le droit à l'erreur, tout ça, ça va être un vrai challenge. Et à l'intérieur du premier parcours qui est proposé donc, à l'ensemble des managers et des salariés, il y a 4 clés qui ont été identifiées et je vous les lis rapidement. J'ai le pouvoir de mes pensées et de mes choix pour conduire le changement. Je vois le tout comme une donnée pour agir et pas comme une opposition. Je suis en reliance. Je parle au présent de moi, ici et maintenant, présence à soi, et j'entre en apprenance. Alors ce terme de l'apprenance, moi en organisation apprenante, on peut l'entendre dans les entreprises qui sont assez évoluées, on ne l'entend pas partout, donc c'est l'apprentissage continu en fait. Hein. Et surtout, je parle de mes apprentissages. Et ça j'adore, parce que je pense que plus on raconte nos histoires au sein des écosystèmes et entre nous, comme on le fait grâce à vous ce matin, plus on est dans ce don et dans l'ancrage de nos apprentissages au passage. C'est en parlant qu'on ancre. On change de réalité quand on commence à raconter nos histoires. Donc c'est ça la métamorphose. Je la trouve plutôt bien emmenée sur ce premier parcours chez Orange. Pour clôturer, je prends tous les objets pour vous dire que effectivement la métamorphose pour moi c'est probablement de s'entourer, d'intervenir en système, de reconnaître les besoins qu'on a les uns des autres en tant que professionnels de l'accompagnement. Tu parlais tout à l'heure d'échecs. Moi, il y a un flop que je voulais vous partager, qui est un flop que j'ai vécu, non pas comme coach facilitatrice, mais dans une précédente fonction où j'étais secrétaire générale d'un établissement public et où j'ai voulu, quand j'ai pris mes fonctions, très très vite aller vers un changement de culture, aller vers du collaboratif, aller vers la redéfinition d'une vision, etc. Et j'ai voulu faire ça très vite. Je me suis très peu entourée, je me suis beaucoup grillée et je me dis qu'il y aurait eu de la place, aujourd'hui avec la posture qui est la mienne, il y aurait eu de la place pour à la fois du coaching individuel pour moi, pour de la facilitation, pour de la formation et que tout ça c'est vraiment extrêmement important. En termes de compétences nouvelles, peut-être que c'est effectivement d'aller vers le coaching, alors pas demain tous coach, mais d'avoir une compréhension des enjeux et de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible qui soit un petit peu plus profonde, donc peut-être se former aux fondamentaux du coaching et puis savoir coopérer entre nous. Et là, je pense que dans tous les métiers qu'on vient d'évoquer, c'est la facilitation qui est le métier clé pour tout ça. Et c'est pas par hasard que ce soit vous qui rassembliez cette communauté. Et donc apprendre à coopérer ensemble, à faire appel les uns aux autres en se connaissant suffisamment bien pour être en confiance sur nos domaines respectifs. Ça me paraît être la clé pour demain, pour nos métiers. Et plus globalement, dans la société, j'étais très émue quand je t'entendais parler de la jeunesse et de l'éducation. Si je fais de la facilitation, c'est aussi parce que je pense que c'est ça qui va sauver le monde.